Comment retranscrire la vie d'une autre sous forme de bande dessinée ? Comment recueillir les confidences d'une personnalité hors du commun pour les transformer en récits sans trahir sa parole ? En quoi raconter le parcours d'une autre peut-il modifier notre point de vue et impacter notre existence ? Dans ce podcast, on vous propose de partir à la rencontre de scénaristes de bande dessinée qui se sont confrontés à toutes ces interrogations. Je suis Camille Bichler et vous écoutez Mémoire en case. Pour cet épisode, nous avons interviewé Aurore Donte. C'est un épisode un peu particulier, car cette autrice a un parcours atypique. Elle est encore étudiante en dernière année de cycle ingénieur, mais elle a déjà publié sa première bande dessinée. Et c'est justement dans le cadre de ses études qu'Aurore Donte a fait une rencontre qui a changé sa vie. Il y a 6 ans, elle assiste au témoignage de Ginette Kolinka, rescapée des camps d'Auschwitz et Birkenau. C'est une rencontre organisée par son école, l'INSEN, l'école d'ingénieurs des hautes technologies et du numérique. Elle a 19 ans à ce moment-là. Le même âge que Ginette Kolinka lorsqu'elle est arrêtée pour être déportée à Birkenau. Aurore, qui adore dessiner, se met alors en tête d'adapter la vie de Ginette Kolinka en BD. En 2023, sa première bande dessinée, Ginette Kolinka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau, est publiée aux éditions des Ronds dans l'eau. À partir des souvenirs de Ginette Kolinka, Aurore Donte a transposé son témoignage direct pour faire connaître cette femme au courage incroyable. Aujourd'hui, je me rends donc chez Aurore, à Paris, pour connaître la genèse et l'histoire de la création de cette bande dessinée. Oui, bonjour Aurore, c'est Camille, je suis au 15 et il y a un digicode. Ça marche, je vous attends alors. À tout de suite. Aurore m'a donné rendez-vous chez elle, dans sa colocation qu'elle partage avec 2 amies. Elle vit dans le 14e arrondissement, à Porte d'Orléans. C'est un quartier assez animé, avec pas mal de coins de verdure, situé à la frontière de Montrouge. On monte jusqu'au 6e étage pour découvrir l'univers d'Aurore Donte. Aurore habite cet appartement à Paris lorsqu'elle travaille dans son entreprise pour son alternance. Elle retourne à Brest pour suivre ses cours dans son école d'ingénieur. Bonjour Aurore, je suis Camille, enchantée. Enchantée. Merci d'être venue me chercher. Y a pas de souci. On s'est donc installé dans le salon de la coloc pour évoquer le processus de création de sa bande dessinée. Je m'appelle Aurore Donte. J'ai écrit récemment donc une bande dessinée sur la vie de Ginette Kolinka, qui a été déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau à l'âge de 19 ans. Donc cette bande dessinée, elle est parue janvier dernier, le 25, aux éditions des Ronds dans l'eau. Et donc je suis à la fois auteure de bande dessinée, mais aussi en dernière année d'études d'école d'ingé, que je réalise en alternance entre Brest et Paris, donc j'ai un peu plusieurs vies. Et alors ce projet d'adapter la vie de Ginette Kolinka, il est né de votre rencontre avec elle. C'est ça. Je crois que la première fois que vous l'avez rencontrée, Ginette Kolinka, c'est dans le cadre de vos études. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous raconter ? Moi, j'ai commencé à travailler sur l'histoire de Madame Kolinka fin 2018. Donc, je rentre en première année dans l'école d'ingénieur où je suis, donc en première année de classe prépa intégrée. Et en fait, on a un module qui s'occupait de la venue de Ginette qui nous avait demandé de nous mettre par groupe et de réaliser un travail. On avait carte blanche qui viendrait rendre hommage à son témoignage. Et donc, certains, comme je suis dans une école plutôt spécialisée dans tout ce qui va être la programmation, on fait des sites web qui venaient retracer l'histoire de sa déportation. D'autres, on fait des sculptures. Et moi, comme j'étais passionnée de dessin, je proposais à mon groupe qu'on parte sur l'idée des dessins. Et en fait, ce projet a fait l'objet d'une sélection de 4 projets sur l'ensemble de la promotion pour faire l'objet d'une exposition donc dans un musée près de là où est mon école, donc sur Brest. Et lors de cette exposition, Ginette serait présente. Donc c'est la première fois que je la rencontre en vrai, et en plus face à mes dessins. Et en fait, là, je rencontre une femme, c'est quelque chose de fort, je trouve, que de rencontrer quelqu'un qui a vécu l'horreur comme ça. Et en plus, la personne de Ginette, elle est pétillante, elle est pleine de vie, elle est hyper positive. Si on sait pas ce qu'elle a vécu, personne ne peut se douter de ce qu'elle a vécu, tellement elle est rayonnante, en fait. Et là, je me prends une claque parce que j'ai en face de moi une vieille dame de... elle avait 96 ans à l'époque, je crois, quelque chose comme ça.
et qui me parle de ses 19 ans alors que moi-même j'ai 19 ans. Et face à mes dessins, et là il y a quelque chose qui se produit qui fait que je me dis mais en fait, enfin voilà madame, j'ai envie d'adapter votre histoire en bande dessinée et enfin il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ouais, je me prends d'affection pour ce récit et je me dis mais en fait c'est un projet qui vaut le coup. Et alors, comment s'est passé après le processus de création? J'imagine que vous, de votre côté, vous avez dû recueillir son témoignage, vous avez dû vous documenter, vous vous êtes rencontrés plusieurs fois avec elle. Comment ça s'est passé? Alors du coup, moi, comme j'étais aussi étudiante à l'époque et que Ginette, elle a un emploi du temps de ministre, c'est dingue, mais vraiment, elle est partout, tout le temps, elle arrête pas de témoigner dans les écoles, c'est fou. Parce que c'est très important. C'est hyper important. Ouais. Bah oui, c'est hyper important pour elle que de délivrer son discours et raconter ce qui s'est passé, hein, pour pas qu'on oublie. Moi, les seuls moments où j'ai pu la voir, c'était quand elle venait à l'école ou qu'elle était en région brestoise, où à chaque fois j'essayais de me débrouiller pour avoir un instant avec elle. Dès que je pouvais la voir, dès que j'avais l'opportunité, j'essayais de la saisir. Parce que c'était hyper important pour moi qu'elle puisse voir le projet, qu'elle puisse le valider, que je puisse avoir son retour. Je me voyais pas, en fait, écrire quelque chose sans avoir son accord, sans avoir son aval, et voilà, c'est... Donc ça, c'est pour ce qui était de discuter avec Ginette. Et après, oui, le processus créatif, c'est récolter le plus d'infos possible sur sa vie, parce que comme c'était un peu des one-shots que j'avais avec Ginette, fallait que je me renseigne à fond avant pour essayer après, dans mes entretiens, d'avoir la petite info en plus que j'aurais peut-être pas eu, enfin essayer de... parce que c'était hyper important pour moi d'être hyper précise et fidèle à son témoignage. Donc du coup, oui, il y a eu toute cette phase de recherche d'informations, et puis après, l'écriture du scénario, et puis le découpage, puis réaliser la bande dessinée. Tout ça sur 4-5 ans. Et est-ce que ça vous arrive encore de dessiner, d'avoir un petit endroit où vous dessinez, où vous écrivez pour vous? Alors, ça va être soit sur mon lit, soit sur le petit bureau qui est juste ici. On peut avoir quelques crayons, des choses comme ça. Et alors là, je vois plein de couleurs. Ouais. Et alors que cette BD, elle est en noir et blanc. Oui. Oui. Non, j'aime bien la couleur, et même de base, les dessins, j'aime bien quand ils sont vifs, ils sont pétillants, mais pour la bande dessinée, pour le récit de Madame Kolinka, je trouvais que le choix du noir et du blanc était plus approprié pour retranscrire son récit. Parce que ce qui est hyper fort, en fait, dans le discours de Madame Kolinka, c'est que quand on l'entend parler, elle va pas essayer d'utiliser de métaphores ou de mettre un voile de pudeur sur ce qu'elle a vécu. Elle va utiliser vraiment les mots très crûment, tels qu'ils sont, en fait. Et je m'étais posé la question de comment essayer de retranscrire ça par le dessin. Et en fait, le choix du noir et du blanc, d'apporter ce contraste, ce côté très tranché par justement le choix de ces deux couleurs, et il y a quelques nuances de gris, je trouvais que ça allait bien avec son discours et que ça rentrait dans la logique de son discours. Donc c'est pour ça que la BD est en noir et blanc. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre Ginette Kolinka, votre personnage? Parce qu'il y a la vraie Ginette Kolinka et la vôtre, celle que vous avez réinventée dans votre BD. Est-ce que vous pourriez nous en parler de votre personnage? Alors, c'est vrai que on peut parler de personnage parce que mon trait est pas réaliste, en fait, et que c'est un trait rond, et voilà. Bon, en tout cas, je voulais laisser transparaître quelque chose, c'est la naïveté, et je pense que ce trait rond que j'ai choisi d'utiliser, bon, déjà c'est mon trait, mais aussi je m'étais posé la question de est-ce que pour le témoignage de Madame Kolinka, j'utiliserais un autre trait, et en fait il m'a paru judicieux de garder ce trait avec cette bouille ronde, parce que déjà je trouvais que ça collait bien avec qui était Ginette en vrai. C'est quelqu'un de rond, de sympathique, voilà, elle a une bonhomie incroyable, et donc du coup je trouvais que ce trait rond venait vraiment rendre justice à qui elle était en vrai, et puis aussi permettait d'apporter un peu cette naïveté, parce que c'est vraiment quelque chose que Ginette, elle a expérimenté pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'au moment où la guerre est déclarée, elle se rend pas compte de ce qui se passe. Au moment où il y a les lois juives qui tombent, bon, d'accord, ça l'empêche pas de planquer son étoile et d'aller au cinéma, en fait. Elle se rend pas compte des risques qu'elle encourt. Au moment où, elle tente de passer la zone libre avec ses sœurs, et qu'elles se font arrêter par des policiers français, elles sont hyper détendues, en fait. Elles se rendent pas compte vraiment de
de ce qui se passe, qu'elles peuvent être déportées. Elles se font passer pour des catholiques, oui, c'est ça. Elles plaisantent avec eux, et elles finissent par se faire relâcher. Oui, c'est même grâce à ça, en fait, parce que les policiers se sont dit, elles sont... Enfin, si elles avaient été juives, elles auraient été beaucoup plus stressées, moins détendues, donc voilà. Mais Ginette, elle a vraiment cette naïveté, et jusqu'au bout, c'est-à-dire que même à Drancy, on leur dit, mais vous allez être déportés dans un camp de travail, on va travailler, papa, toi tu vas piquer à la machine, nous on est jeunes, on va pouvoir aller dans les champs, hein. À aucun moment. Mais en même temps, faut se replacer dans le contexte de l'époque. Qui aurait pu penser que c'était ça qui les attendait, en fait? Personne. Et je pense que c'était important pour moi d'essayer, en tout cas, de retranscrire cette naïveté. Et donc, c'est pour ça que ce petit personnage avec cette bouille ronde, voilà, c'est la Ginette de la BD. C'est votre Ginette. Et qu'est-ce qu'elle en a pensé, elle, de ce petit personnage? Vous nous le disiez tout à l'heure, elle vous a dit que votre dessin, votre Ginette, vous l'aviez représentée plus belle qu'elle ne l'était. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre? Je sais qu'au tout au départ, à la base, elle avait les cheveux longs. Et je sais qu'elle m'avait dit « Oh, mais j'ai jamais eu les cheveux longs !» Donc du coup, je lui ai coupé les cheveux. Mais du coup, je sais que souvent, quand je lui montrais la BD, elle fait « Ah, mais c'est moi ça !» Elle n'arrivait pas très bien à s'identifier sur les planches. Je fais « Oui, là, c'est votre personnage !» Du coup, elle m'a dit « Ah, mais vous me faites bien plus belle que ce que je n'étais en vrai. » C'est surtout, en fait, son fils, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer il y a quelques semaines. Richard Kolinka, ouais, qui est du coup le batteur du groupe Téléphone. Et en fait, je faisais une dédicace et il est venu me rencontrer. Et je sais que ces mots m'ont beaucoup touchée par rapport au personnage de sa mère. Il m'avait fait cette petite confidence parce qu'en fait, c'est mon éditrice qui avait apporté la bande dessinée d'abord à sa femme. Et lorsque sa femme lui a dit « Tiens, quelqu'un qui a écrit une bande dessinée sur ta mère », au départ, il était hyper sceptique. Il était là « Oula !» Mais déjà parce que je pense qu'il y a le côté, c'est l'histoire de sa mère, et donc le représenter visuellement, il y a quelque chose de l'ordre de j'ai peut-être pas forcément envie de le voir ou quoi que ce soit. Et il avait qu'une seule peur, c'est que le trait soit réaliste, et le fait d'avoir ce personnage qui était ni totalement, le portrait de Ginette hyper réaliste, ni non plus une caricature, ça lui a plu. Et il s'est dit, déjà, c'est un bon point. Et en fait, il a lu la BD et il a adoré. Il a même envoyé un petit message, j'étais trop contente, à mon éditrice qui me l'a transféré après, où il me félicitait de la bande dessinée. Mais en tout cas, lui, je sais que c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché, le fait que c'était un personnage, plus que vraiment un dessin hyper fidèle, hyper réaliste de sa mère. Mais après, je pense que c'est plus lié au fait que c'était aussi l'histoire de sa maman. Et donc forcément, la BD la reçoit différemment qu'un lecteur lambda. Voilà. La particularité de cette BD, Aurore, c'est que vous signez non seulement le scénario, mais aussi les dessins, qui sont tout en rondeur. Ils sont pas vraiment réalistes, mais votre trait est très expressif, et ce qui fait que vos personnages ont des visages très animés, très vivants. Est-ce que c'était important pour vous de signer et le scénario de cette BD et les dessins? Alors, déjà, je pense que ça aurait pu se construire différemment si on avait été deux dans le projet. Peut-être quelqu'un déjà qui se dit tiens, moi j'ai déjà l'histoire en tête, comment on peut l'écrire, ça te dit toi tu fais les dessins, voilà. Là, le projet a fait que c'est moi toute seule qui me suis dit tiens, je vais écrire l'histoire de Madame Kolinka. C'est vrai que j'aurais pu me poser la question de dire tiens, est-ce que je pourrais peut-être demander à quelqu'un si ça tente d'écrire et moi je fais le dessin ou l'inverse. Mais non, en fait, peut-être je fais toujours toute seule là-dessus. Du coup, je me suis dit je vais faire pareil en fait. Je vais faire à la fois le texte et le dessin. Et je pense que c'est, je sais pas. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, mais c'est un exercice encore différent, je pense, de faire soit que le dessin, soit que le texte. Moi-même, dans ma façon de travailler, j'aime beaucoup me mettre en immersion dans le discours de Ginette. En fait, quand je récoltais des informations, j'avais des podcasts, j'avais des conférences de Ginette qui passaient en boucle et je récoltais les informations et j'écrivais à la fois. Et puis quand je faisais le dessin, j'avais des musiques des années 40, vraiment, je pense que j'ai une playlist années 40 pour vraiment me plonger dans l'ambiance de l'époque, des musiques de l'époque. Ça, c'était au début de la BD, et quand après on avance vers les planches de la déportation, ça va plus être des musiques classiques. Je me suis tapé toute la bande originale de la liste de Schindler. Et j'avais vraiment, c'est ce besoin de me mettre en pleine immersion dans ce que j'étais en train de faire pour
essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'unicité, que ce soit un tout, en fait. Donc je pense que si le travail avait été dissocié, ça aurait été plus compliqué pour moi, peut-être, d'appréhender ce travail. Je sais pas, après, peut-être que je me trompe, hein. J'ai encore jamais travaillé autrement, donc peut-être que j'ai faux sur toute la ligne. Mais en tout cas, c'est mon point de vue sur la réalisation de la BD. Je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi, si j'avais pas mêlé les deux en même temps. Et je le disais, vous avez créé un personnage de Ginette Kolinka qui est très joyeuse, qui est très très expressive, très animée. Et dans les camps, au fil des pages, votre dessin évolue aussi. Certains personnages sont plus que des silhouettes abstraites, des silhouettes au crâne rasé, au regard perdu. Et personnellement, moi, certains de vos personnages m'ont fait penser au cri de Munch. Oui, il y a clairement une inspiration, ça c'est clair. Alors expliquez-nous un peu cette inspiration. Il y a clairement une inspiration, le cri de Munch, avec ses joues creusées, ses grands yeux, ce côté un peu très... c'est plus qu'une émotion, en fait. Enfin, même le tableau, le cri de Munch, c'est pas la personne qui crie, c'est le cri, c'est l'émotion en elle-même. Et voilà, en tout cas, dans les camps, quand on voit ces silhouettes-là, je voulais vraiment... en fait, sans grande prétention ou quoi que ce soit, mais les nazis ont voulu les déshumaniser et leur enlever toute émotion. C'était un peu ma façon à moi de leur dire non. C'était des êtres humains qui ressentaient. Et la façon de les représenter comme le cri de Munch, en fait, c'est mettre l'émotion et l'humain en premier. Et d'ailleurs, justement, les nazis ou même la Gestapo, j'ai décidé de pas leur donner de visage. Déjà parce que, justement, pour moi, ce qui caractérise un être humain, c'est sa capacité à avoir de l'empathie, sa capacité à ressentir. Et quand on écoute le témoignage de Ginette, souvent on lui pose la question du pardon. Est-ce que vous pardonnez à ceux qui vous ont fait ça? Elle fait non. Moi, je pardonne pas à ceux-là parce que vraiment, pour avoir affligé ça, pour nous avoir fait supporter ça, c'était pas des êtres humains. Et je me suis posé la question, comment venir appuyer ça dans le discours de Ginette? C'est en supprimant leur visage et donc leur capacité à exprimer des émotions. Et c'est pour ça, en fait, que du coup, ces personnes-là n'ont pas de regard, en fait. Elles sont juste des silhouettes sans visage. Parce que selon le discours de Ginette, c'était pas des êtres humains, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces décisions. Sur la question de représenter l'impensable, de toute façon, aucune œuvre ne pourra représenter totalement, parfaitement, avec une parfaite justesse, ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, et c'est Ginette qui le dit, hein, même le film le plus réaliste, elle le dit, bah oui, mais les odeurs, vous les avez pas, là. Vous, là, le stress, vous l'expérimentez pas sur plusieurs jours. Vous, la faim, la sensation d'avoir faim, la fatigue extrême, vous l'avez pas ressenti, en fait, durant le film. Et en fait, rien que ça fait que non, c'est pas 100% fidèle à ce qu'ont pu vivre les déportés. Et donc déjà, moi, j'avais, en entendant Ginette dire ça, j'avais j'avais quand même une certaine pression à représenter les camps, mais je me suis dit, de toute façon, ce sera pas possible de le représenter à 100% fidèlement. Donc déjà, mon trait fait que c'est pas non plus 100% réaliste, mais au moins dans l'histoire, dans les faits, je voulais que ce soit de vrais faits qui étaient arrivés, en fait, et que Ginette avait déjà raconté. Donc en soi, le fond était important, la forme, je sais que j'y arriverai pas à 100%, donc j'ai essayé de représenter, en tout cas, ce que ça m'inspirait, les images que je pouvais voir. Aussi, j'ai vu pas mal de films, de documentaires sur cette période, donc forcément, ça vient nourrir l'imaginaire de comment on peut se représenter ce qui se passait dans les camps. Et donc tout ça, en fait, sont venus nourrir le dessin. Mais oui, j'ai bien conscience que de toute façon, ça ne représentera jamais 100% fidèlement ce qu'ont vécu les déportés. Donc voilà, c'est une forme de ce qu'on peut s'imaginer et c'est une proposition que je fais dans la bande dessinée. Aurore, est-ce qu'il y a une planche de BD qui cristallise selon vous le mieux votre personnage de Ginette Kolinka? Une planche que vous appréciez particulièrement, dont vous êtes fière et que vous pourriez nous décrire? Ça doit être à la toute fin, dans le dernier chapitre, ou le chapitre témoigné, où en fait c'est une planche du coup où elle est rentrée des camps, elle a retrouvé ses sœurs
Et elle parle du fait que à peine un mois après son retour des camps, elle part à la plage, à la mer avec ses sœurs et ils prennent une photo de ce moment-là. Et la vraie photo existe. Et j'ai pas eu la chance en plus de voir la photo. Je sais qu'à un moment lors de nos entretiens, elle fait je l'ai peut-être dans mon porte-monnaie et elle l'avait pas. Mais en gros, c'est une vraie photo où on la voit. Elle est maigre comme un clou et elle fait l'imbécile en fait. Elle joue les petits Jules et elle a le sourire aux lèvres. Et je trouve que ça représente bien Ginette en fait. C'est une force de vie incroyable et malgré tout ce qu'elle a vécu, elle garde le sourire. Et elle reste positive et joyeuse et c'est vraiment une leçon de vie en fait, cette femme. On doit tous s'inspirer de Ginette, vraiment. Voilà. Est-ce que justement cette rencontre avec Ginette Kolinka vous a transformé vous, Aurore ? C'est déjà par l'expérience de la BD en fait, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps, ça a été un peu un petit parcours du combattant que de réussir à faire publier cette bande dessinée. Donc déjà le fait d'écrire une bande dessinée, mais après c'est peut-être pas... Forcément, s'il n'y avait pas eu la rencontre avec Ginette, il n'y aurait pas eu ce projet de bande dessinée, et donc ça m'aurait pas appris la ténacité et le fait de pas lâcher, même si c'est le parcours est semé d'embûches et que c'est compliqué et qu'on se prend 1001 refus et que on tente des projets et ça marche pas, ça se casse la gueule et c'est pas grave et on se relève et on essaye d'y aller et de se battre et voilà, à chaque fois, je me disais, là, ça va pas marcher. J'ai perdu une bataille, mais pas la guerre, en fait. Tant que j'avais pas épuisé toutes les ressources possibles et inimaginables pour publier cette BD, je continuais. Et puis, j'ai bien fait, parce que, voilà, maintenant, elle est en librairie. Mais après, sur la figure de Ginette, je pense que ça m'a confortée, en fait, dans le fait que... c'est vraiment son message de fin, le voilà où mène la haine, moi, qui m'a vraiment... transportée et portée parce que je sais pas trop si ça place ici, mais la mise de côté, le rejet, je l'ai expérimenté dans une moindre mesure, bien sûr. Mais voilà, quand j'étais petite, j'ai eu un souci de santé pas très grave en soi, assez commun, le fait de porter un corset orthopédique. Mais mine de rien, c'était une petite chose qui faisait que les gens souvent avaient peur et moi ça m'arrivait des fois de rencontrer des gens et en fait qui n'osent pas m'adresser la parole et qui changent de trottoir parce qu'ils me voient et ils ont peur et ils disent « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle porte, elle ?» et qui, d'un coup, ont peur que, je sais pas, je fasse des trucs bizarres ou j'en sais rien, voilà. Et ouais, je pense que c'est ce côté, en fait, ça n'a rien d'avoir peur de l'autre parce qu'il est différent. Ouais, c'est une forme de paresse intellectuelle, que juste parce que l'autre, voilà, il n'est pas comme moi, et ben je vais commencer à en avoir peur, et puis je vais commencer pour me conforter dans cette peur, parce que ça pourrait être un peu trop exigeant que d'essayer de me dire, non, peut-être que j'ai tort, le cerveau n'aime pas trop qu'on le contredise, je vais commencer à me construire des arguments qui vont valider cette peur, et ça va mener à la haine, et puis dans les cas les plus extrêmes, ça mène à ce qu'a vécu Ginette, en fait. Et Ginette, elle le dit elle-même, c'est la haine, c'est un pied dans Auschwitz. Et je pense que ça m'a juste confortée dans cette pensée que j'avais déjà un peu, en fait, que ça sert à rien de rejeter l'autre, parce que voilà, il est différent. Et voilà, le fait d'entendre Ginette le dire, ça a juste venu appuyer cette pensée. Aurore, je vais vous poser une dernière question que je pose à tous les invités de ce podcast. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, ce qu'est un bon auteur de BD ? Un peu à la même manière qu'un auteur, en fait, c'est quelqu'un qui arrive à faire en sorte que quand on ouvre le bouquin, on n'ait plus envie de le lâcher. Qu'on n'ait pas envie de reposer le livre ou la BD et de se dire je continuerai demain. Non, c'est pas possible en fait. Généralement, une BD que j'adore, c'est une BD que je lis d'un coup. Et c'est juste, même si c'est un truc très, très important, il faut aller à table. Non, je finis d'abord. Et quand j'étais petite, c'était ça. Quitte à me faire reprendre par mes parents, genre non, c'est l'heure, on mange. Et vraiment, c'est du mal à poser la BD sur la table et me dire je vais la reprendre après. Ou alors si je le fais, je mange en deux et je demande la permission de quitter la table plus vite pour pouvoir aller continuer le livre. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui réussit à ne pas vous faire reposer le livre pour continuer la lecture et vous faire lire tout d'un coup. Merci beaucoup, Aurore. Merci à vous. Merci à Aurore Donte d'avoir été l'invitée de cet épisode de Mémoire en case. J'ai écrit et incarné ce podcast.
Il a été produit par Johanna Bondou pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et parrainé par l'Institut René Goscinny. Adrien Leblond s'est occupé du montage et du mixage. Morgane Mabi est l'assistante de production. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous.